Après une pause d'un mois d'Oda, c'est en grande pompe que One Piece fait son retour avec ce chapitre 1054 intitulé Les Flammes de l'Empereur. Un titre qui fait à la fois référence au fruit du démon de Sabo et au souverain Yandi, considéré comme le dieu du feu appelé l'Empereur enflammé rouge. La mort du roi Nefertari Cobra est annoncée et celui à l'origine de ce crime n'est autre que Sabo. Les révolutionnaires passent à l'action tandis qu'un personnage des plus attendus signe son grand retour. Shanks le Roux. Des révélations fracassantes qui nous mènent tout droit vers la grande saga finale de l'œuvre et qu'on va tenter d'analyser dans cette review. Alors préparez-vous pour cette grande vidéo et pour fêter le retour de One Piece, explosez les likes, partagez un maximum cette vidéo et abonnez-vous, c'est le moment ou jamais. Je vous en remercie sincèrement pour tout le soutien et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette grande review. Le rideau s'ouvre sur l'affrontement des Fourreaux Rouges et Yamato face à Ryokugyu. On en découvre un peu plus sur ce personnage mystère, de ses idéaux jusqu'aux capacités de son fruit du démon. Il semble adopter une justice absolue à l'image d'Akainu. Peu importe le nombre de victimes sur sa route, innocente ou non, dès lors où ce pays ne se soumet à aucune loi, il tuera quiconque lui barrera la route pour capturer Monkey D. Luffy. Un pays isolationniste et indépendant comme Wano ne peut donc être libre car toutes les terres appartiennent aux dieux célestes. Et cela a du sens quand on sait qu'ils ont établi leur résidence au château Pangea, soit toutes les terres. La philosophie de pensée de Ryokugyu est donc encore plus extrême que celle de Sakazuki, puisque pour lui la discrimination apporte la stabilité. Créer des créatures inférieures permet à l'homme de vivre en harmonie. Ainsi est le chemin de l'humanité. L'homme est supérieur à l'animal, Dieu est supérieur à l'homme. Un idéal qui se complète par son fruit du démon, le Morimorinomi, Logia de la forêt. Il est la nature par excellence, le père de toute vie comme l'océan. Et ainsi dans ce monde, cette nature est dominée par la chaîne alimentaire. Les plus faibles sont donc nécessaires à l'équilibre de cet écosystème. Une pensée identique à celle du Gorosei qui souhaite faire une grande purge pour maintenir l'équilibre du monde. Qui aurait donc pensé que cet homme si proche de Fujitora aurait une notion de justice si différente. Cette opposition rappelle d'ailleurs fortement celle d'Akainu face à Aokiji. Et on sait comment ça a fini. Alors en sera-t-il de même entre le tigre violet et le taureau vert? Ce combat avait d'ailleurs été teasé durant leurs échanges sur Marie-Joise. Malgré tout, je ne pense pas qu'il aura lieu un jour, simplement car Aramaki ne semble pas être celui qu'il prétend. Un méchant amiral sorti de nulle part en quête de capturer Luffy. Pour moi, il y a quelque chose de plus profond chez ce personnage, d'autant que l'utilisation de son pouvoir est un véritable trésor pour l'île de Wano. Ce pays en proie à une déforestation et une architecture dénaturée se retrouve aujourd'hui revégétalisé grâce à Ryokugyu. Il est tout simplement en train de rendre l'harmonie du pays des Wa. C'est pourquoi j'imagine assez mal cet amiral être méchant pour être méchant. Son rôle sera capital dans les prochains chapitres et s'il souhaite mettre la main sur Luffy, ce n'est pour moi pas pour le capturer, mais plutôt l'aider ou lui révéler quelque chose d'important. Il est ici en ayant défié les ordres de la marine, qui étaient de ne pas se mêler de ce qui se passait à Wano, et pourtant, il est là. Son fruit du démon est en tout cas à la hauteur de mes espérances et possède une capacité rare chez un Logia, celle d'être tangible à l'image du Yami Yami no Mi. Un pouvoir qui, tout comme Barbe Noire, est à la fois un atout et un véritable désavantage face à ses adversaires. D'autant qu'il fait à présent face à un dragon capable d'utiliser l'élément du feu, tandis que Yamato, celui de la glace. Deux personnages dont Ryokugyu ignorait l'existence, le fils de Kaido et un dragon rose. Ce détail est important puisqu'on le sait, Ryokugyu se soucie grandement de Vegapunk lors de son introduction. Pourrait-il alors réaliser que l'échec du fruit du démon artificiel créé par scientifique n'en serait pas un et ainsi révélerait à Momonosuke le véritable pouvoir que cache ce fruit? C'est une possibilité dont il faudra attendre les prochains chapitres pour connaître les véritables intentions de notre amiral Amaraki. C'est un intrus inattendu qui fait son entrée sur les eaux de Wano. Un navire pirate est en approche et brandit l'étendard des Red Air. Oui, Shanks le Roux et son équipage sont de retour. Il est l'empereur le plus attendu et le plus secret parmi les 4 Yonko. Et il est enfin ici. Sur la mer qu'il foula lorsqu'il avait à peine 13 ans. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis ce jour, et cela fait 13 ans qu'il n'a pas revu ce garçon à qui il confia son précieux chapeau de paille. C'est un instant magique pour cet homme qui se remémore face au tourbillon de cette mer agitée, ses tout premiers pas dans ce pays aux côtés d'Oden. Cette famille Kozuki qui a dû bien grandir, tout comme Luffy qui est aujourd'hui celui qui a sauvé cette terre des griffes du dragon. Ce garçon qui avait par le passé mangé par inadvertance le Gomu Gomu no Mi que cet équipage avait réussi à voler
sauvé des mains du CP9 et qui coûta par la suite son bras gauche à Shanks pour le sauver d'une noyade certaine. Ce sacrifice n'est donc pas vain et a finalement mené aujourd'hui à ce que ce garçon atteigne le titre d'empereur, celui-là même que possède son mentor. Des souvenirs touchants qui traversent le Kiryu et Yasopp qui redoutent de voir son fils qu'il a abandonné il y a de cela des années. C'est un long chemin qui a parcouru cet équipage et qui marque un grand tournant dans la vie de notre Yonko. Aujourd'hui, le temps est venu pour lui d'entrer en scène et d'abattre ses cartes. Pourtant, Shanks ne semble toujours pas décidé à rencontrer Luffy. Il n'est pas là pour ça, mais bien pour s'occuper de Bartholoméo. Souvenez-vous, c'est durant les mini-aventures des membres de la Grande Flotte des Chapeaux de Paille que nous avions découvert Bartho sur l'un des territoires d'Uru, brûlant son drapeau pour le remplacer par celui de Luffy. Cet affront ne peut donc rester impuni et Shanks compte bien redorer son nom. Ce qu'ignore Bartho, c'est que cet homme n'est autre que le mentor et le sauveur de son idole. Cette rencontre pourrait alors mener à une grande discussion entre ces deux hommes qui ont tous deux le même objectif, protéger Monkey D. Luffy. Ainsi Shanks aurait-il une mission à confier à Bartho dans le futur pour ainsi se faire pardonner de son affront sur son territoire. Il est l'un des membres de la Grande Flotte de Luffy et n'hésiterait pas à donner sa vie pour protéger celui qu'il voit comme un dieu. D'autant que le narrateur nous l'avait annoncé, la réputation de ces 7 individus ne cessera de croître de jour en jour et ils causeront un certain incident sans précédent. Shanks pourrait alors être à l'initiative de cet événement qui aurait pour but de protéger Luffy dans le futur. Une protection apportée d'autant plus grâce à son fruit du démon, celui de la barrière, dont son précédent utilisateur était un Korozomi, celui-là même qui se tenait aux côtés de la sorcière de Wano. Bartho a donc bien des atouts dans sa manche pour ne pas se faire tuer des mains du roux. De l'autre, il ne faut pas oublier que cet équipage n'est pas doté de pirates ordinaires, n'hésitant pas à tuer ou blesser leur adversaire comme Iguma ou encore Kid. Ce même Kid qui se retrouve justement aujourd'hui sur l'île de Wano, ici même où se trouve leur navire. Mais surtout, car Shanks l'annonce, il rejoint le combat pour le One Piece. Ça y est, c'est donc officiel, le roux passe enfin à l'action. Mais qu'entendait-il par pour le One Piece? Est-ce car lui-même entre dans la course pour atteindre l'Aftel, obtenir ce trésor et ainsi prétendre au titre de roi des pirates? Ou voulait-il sous-entendre qu'il est temps pour lui d'entrer en guerre et barrer la route à tous ceux qui pourraient faire obstacle à son poulain Monkey D. Luffy? Et plus particulièrement au tout dernier empereur restant, Barbe Noire. Là est toute la question. La première hypothèse semble tout à fait envisageable lorsqu'on repense aux mots du roux adressés à Baggy et la manière dont il réagit au retour de son capitaine. Shanks a donc toujours eu pour rêve d'atteindre cette île. Quant à la question qu'il a posée à Roger et qu'il a fait fondre en larmes, le mystère persiste toujours. Oui, ce jeune garçon devenu aujourd'hui empereur a toutes les raisons de vouloir connaître le grand secret entourant ce trésor. Cependant, pourquoi avoir attendu 25 ans pour partir en quête du One Piece? Il connaissait tous les emplacements des Rod Poneglyph grâce à sa traversée sur le Roe Jackson. Il a volé le fruit du démon le plus recherché par le gouvernement depuis des siècles. Et comme on le voit dans ce chapitre, lorsqu'il regarde la nouvelle prime de Luffy, il semble bel et bien connaître le secret entourant le dieu Nika. Sans compter que ce pirate de renom a foulé la terre sainte de Marie-Joise pour s'entretenir avec le Gorosei en personne au sujet d'un certain pirate. Shanks le roux avait donc toutes les capacités nécessaires et les clés en main pour réaliser cet exploit après Roger. Pourtant, il ne l'a pas fait. C'est pourquoi la deuxième hypothèse est pour moi la plus probable, celle qui n'a pour but que de guider et mener à bien l'élu sur la route de l'Aftel, l'élu de la prophétie Monkey D. Luffy. C'est un sujet que j'avais longuement traité dans ma vidéo La mort de Shanks, où j'expliquais que notre Yonko avait en réalité tout ce temps cherché le véritable Joy Boy qu'il pensait trouver en Ace, l'enfant du roi des pirates. Mais finalement, comme un coup du destin, sa route croisa celle d'un orphelin qui fut pour lui une évidence. Il était celui que le monde attendait et en qui il avait placé tous ses espoirs. C'est pourquoi toute l'aventure de Shanks n'a été guidée que pour servir celle de son disciple, Monkey D. Luffy. Aujourd'hui, cette théorie est plus que jamais au cœur de l'intrigue et je ne peux que vous conseiller de la voir ou la redécouvrir. Car un point important avait été abordé dans cette vidéo, la mort de Shanks face à Barbe Noire. Aujourd'hui, le roux a décidé de passer à l'action pour une raison qu'on ignore. Et il se pourrait bien que ce choix soit en partie dû à son plus grand ennemi, Marshall D. Teach. Avec les événements cataclysmiques de la rêverie, Barbe Noire s'est mis en route pour mettre la main sur quelque chose avant que la marine ne le récupère. Et ce quelque chose pourrait bel et bien être le poneglyphe de Pluton. Alabasta est à présent sans contrôle, tout comme le furent les îles protégées par Barbe Blanche à sa mort. Teach pourrait alors parfaitement profiter de cette opportunité pour mettre la main sur les trésors cachés du pays des sables. Et plus précisément, sur le trésor terré dans le tombeau Nefertari, le poneglyphe de Pluton. En accédant aux informations de cette stèle, il aurait compris que cette arme antique se trouvait sur la terre des samouraïs
muraille, mettant alors le cap sur cette île. C'est pourquoi Shanks aurait décidé d'agir. Malgré l'éveil de Nika et son évolution fulgurante au cours des années qui ont suivi, Barbe Noire a pu à son tour prendre une avance considérable pour la quête du One Piece. Car à la différence de notre chapeau de paille, Teach est réfléchi, et quand on étudie un peu sa manière d'opérer, on constate qu'il ne prend jamais part au combat qui peuvent l'amener à perdre du temps. Il a fouillé face à Akainu et même face au CP0 sur Baltico. C'est bien la preuve que ses actions ne sont jamais dénuées de sens et qu'il sait à quel point le temps est précieux dans cette course au trésor, lui qui a la capacité de ne jamais dormir. C'est pourquoi la rencontre entre Shanks et son ennemi juré Barbe Noire pourrait être imminente. Les prochains chapitres seront déterminants pour le roux et cette scène du saké entre lui et son second le prouve d'autant plus. Un moment fort comme pour symboliser le dernier, tel un signe d'adieu. Oda a d'ailleurs opté pour un background blanc sans décor ni fioritures, pour marquer l'instant solennel entre ces deux hommes. Un instant qui indique que tout se joue à présent. La grande guerre du trône a débuté et nul ne sait les conséquences qui vont découler de ce chaos. Qui survivra parmi ces 4 empereurs? Barbe Noire, Shanks le roux, Monkey D. Luffy ou Baggy le clown? Qui au final l'emportera? Tout le spectacle est là, car un seul siège demeure libre. Alors quel maître des océans sortira grand vainqueur et atteindra en premier le grand trésor du One Piece? One Piece wa jitsuzai suru! Aokiji, le tigre violet pour Fujitora, le taureau vert pour Ryokugyu et enfin le singe jaune pour Borsalino. Aujourd'hui apparaît cet homme qui s'associe au cheval noir. Nous détenons ainsi 6 signes du zodiaque chinois sur 12. Resterait alors à découvrir les 6 signes restants dans la marine associés aux couleurs. Le rat, le dragon ou lézard, le serpent, la chèvre bouc, le sanglier cochon et enfin le lapin qui pourrait d'ailleurs correspondre à la vice-amirale Momo Uzagi, surnommé le lapin rose. Des animaux qui s'associent donc aux astres pour faire face aux pirates qui s'associent aux étoiles, les supernovas, tandis que le gouvernement se nomme les 5 étoiles. La thématique cosmique reste donc un sujet des plus appréciables chez Oda et semble détenir un grand secret comme il l'avait fait remarquer dans le SBS du tome 75. Un secret que je vous révélerai dans ma prochaine vidéo sur les théories des nerfs et si vous souhaitez le savoir alors abonnez-vous pour ne pas le manquer. Au-delà du secret entourant son Kara Design, son entretien avec Akainu va mettre la lumière sur tous les événements qui se sont déroulés durant la rêverie. Et ceci fait l'effet d'une bombe. Vivi, la princesse d'Alabasta, a disparu et son père Cobra Nefertari a été assassiné. Son meurtrier n'est nul autre que l'empereur des flammes Sabo, le second commandant des révolutionnaires. Nous connaissons donc enfin l'annonce qui a bouleversé le monde, les révolutionnaires jusqu'à Makino. Un coup d'état orchestré par le gouvernement pour défaire les révolutionnaires et faire entendre au monde leur suprématie. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. Pourtant, si nous remontons le temps au moment où cette annonce est sortie, le gouvernement avait tenté d'acheter le silence de Morgans et faire disparaître cette information. Ce qui suppose donc qu'au contraire, il n'est pas dans l'intérêt du Gorosei de faire savoir que le numéro 2 de cette organisation avait tué un roi. Alors, qu'a-t-il bien pu se produire? Cobra est-il vraiment mort? Et si tel est le cas, Sabo l'a-t-il vraiment assassiné? La réponse va être rapide puisqu'il est évident pour moi que le frère de Luffy n'aurait jamais tué quelqu'un et encore moins Cobra. D'autant que le roi d'Alabasta s'est tenu tout ce temps aux côtés de Riku, cet homme dont le pays fut tyrannisé et qui fut libéré grâce à l'aide de Sabo, le frère de Luffy. C'est d'ailleurs main dans la main que Riku et Cobra se sont entretenus avec Fujitora et qu'après ça, ils ont milité pour la destitution des Shichibukai. Ce projet qui tenait tant à cœur Ishu et dont il s'est réjoui auprès d'Akainu. 4 jours après, Fujitora et Ryokugyu combattaient les révolutionnaires qui ont survécu et le roi d'Alabasta est mort. Sabo n'aurait donc eu aucun intérêt à tuer Cobra, ni même à le craindre car au contraire, il aurait pu lui révéler de grandes choses suite à l'entretien qu'il a eu avec le Gorosei. Souvenez-vous, lorsque le roi d'Alabasta quitta ses terres, il souhaitait parler au Conseil des 5 étoiles au sujet des poneglyphes et du rôle qu'ont eu les Nefertari durant le siècle manquant. Ces informations capitales auraient donc renversé les accords jusque-là passés entre Cobra et le Gorosei. Le dernier à connaître les secrets de Marie-Joise se retrouve aujourd'hui au sous-sol d'Impel Down avec un tueur envoyé pour l'assassiner. Et on le rappelle, Don Quichotte est l'un des descendants des 20 royaumes qui auraient bâti ce monde. Tout comme Cobra Nefertari. Cette histoire se répéterait alors et le mystérieux assassin envoyé par le gouvernement pour
tuer Doflamingo serait le même qui aurait été envoyé pour assassiner Cobra. Cependant, j'ai tout de même un doute sur le fait que notre roi soit mort, car on le sait, Oda déteste ça, et d'autant que nous sommes au cœur d'un arc centré sur le théâtre. Il est parfaitement possible que tout ceci ne soit qu'une mise en scène, et que celui ayant aidé Cobra à réussir cette prouesse soit bel et bien Sabo. La raison serait simple, il aurait découvert la vérité sur ce qu'Orogorosei préparait et la mise en danger de Vivi par la décision d'Im. Et tous ces événements auraient été teasés depuis le chapitre 823. Lorsque les Néfertari quittent Alabasta pour rejoindre Marie-Joise, Cobra dit à Vivi qu'il n'en a plus pour très longtemps, tandis qu'Igaram mentionne 3 choses étranges concernant la princesse. Un oiseau mystérieux pourrait l'enlever, un sniper l'aurait dans sa ligne de mire, ou encore une météorite pourrait lui tomber dessus. Ces 3 sujets peuvent chacun aujourd'hui s'associer à quelque chose. L'enlèvement par un oiseau serait lié à Karazu, le révolutionnaire aux côtés de Sabo. Le sniper me rappelle forcément Vanogur, capable de tirer à une distance exceptionnelle, ou le fameux tueur à gages évoqué précédemment pour Doflamingo. Quant à la météorite, elle suggère forcément Fujitora. Ces 3 hypothèses concernant Vivi justifieraient alors sa disparition et expliqueraient pourquoi Cobra aurait simulé son meurtre à l'image du shogun Sakayaki. Leur navire n'ayant pas quitté Redport, il est possible que durant tout ce temps, Vivi ait été cachée grâce au pouvoir de Morley. D'autant qu'il faut garder à l'esprit que nous ne pouvons pas nous assurer de la véracité de cette nouvelle, puisque Morgan le dit lui-même, c'est lui le roi de la presse. Il peut donc publier ce qu'il veut, même si ça n'est pas toujours vrai. Ces informations auraient donc pu parfaitement être manipulées, comme ce fut le cas lorsque Smoker prit la gloire qui devait revenir à Monkey D. Luffy. Ce qui nous amène au véritable rôle des révolutionnaires à Marie-Joise. Comme on le sait, la raison de la présence de Sabo et des révolutionnaires était de sauver Kuma, ce qui a mené à une guerre contre les 2 amiraux, Fujitora et Ryokugyu. Cette information nous avait d'ailleurs été donnée par Barbe Noire au chapitre 925. Ce qu'on ignorait cependant, c'est que cette mission a bel et bien été un succès et que Kuma est enfin libre. Même si ce dernier ne redeviendra jamais le Kuma qu'ils ont connu, il pourrait s'avérer un élément capital dans cette guerre que veulent mener les révolutionnaires face au Tenryubito. Il reste un ex-membre de cette confrérie et a établi tout au long de ces dernières années un lien très fort avec Vegapunk. Sa nouvelle force militaire, le SSG, pourrait alors être déjouée grâce à Kuma, qui pourrait être la clé des révolutionnaires. Leur but est avant tout non pas de faire tomber la marine, mais bien les dragons célestes et leurs forces protectrices. La libération de Kuma serait donc capitale pour la suite des événements. Et c'est justement ce qui nous mène sur les dernières annonces fracassantes dévoilées durant la rêverie. Une tentative d'assassinat a été orchestrée contre le dragon céleste San Carlos. C'est une déclaration de guerre ouverte aux hauts dirigeants de ce monde et qui nous laisse avec un nouveau mystère à élucider. Mais qui est donc ce mystérieux assassin? Les suspects sont nombreux au vu de l'homme à abattre. On pourrait forcément penser immédiatement aux révolutionnaires, puisque c'est là même le but de leur plan d'attaque. Pourtant, ce n'est pas leur nom qui m'est venu tout de suite à l'esprit, mais bien celui de Jewelry Bonnie. Elle qui, il y a 2 ans sur Sabaody, avait stoppé Zoro sur le point de frapper un dragon céleste en lui indiquant les sentences qui découleraient de ce geste. Se verrait, dans un excès de folie et de rage, vouloir tuer l'homme à l'origine des souffrances de l'ancien roi du royaume de Sorbet. Car oui, sa venue à ce grand événement n'avait qu'un seul but, libérer Bartholomew Kuma. Elle était la seule supernova présente durant la rêverie et aucune nouvelle dans le journal n'a été relatée à son sujet. Elle aurait alors parfaitement pu prendre l'apparence de la reine Sorbet et tenter de tuer San Carlos. Cet homme dont le père était propriétaire de Kuma et dont elle a vu de ses propres yeux les sévices qu'il lui avait causés. Là où cependant ça devient étrange, c'est que c'est Moshguard qui a aidé le coupable à s'échapper. Or, à notre connaissance, il n'a aucun lien direct avec notre supernova. Tout ce que l'on sait, c'est que durant la rêverie, il avait frappé San Carlos pour protéger Shirahoshi. Il avait précisé par ailleurs qu'il endosserait la responsabilité de protéger les princesses et leurs compagnons. Bonnie se serait-elle alors alliée aux princesses durant la rêverie pour que Moshguard lui vienne en aide? C'est une forte possibilité. D'autant qu'à présent que Kuma est libre grâce aux révolutionnaires, Jewelry pourrait y avoir joué un rôle. Je l'imagine d'ailleurs parfaitement rejoindre plus tard les rangs des révolutionnaires, à l'image de Drake, ce pirate infiltré de la marine. Cet événement avec Moshguard aura en tout cas provoqué de nombreux rebondissements dans le monde qui a nécessité l'intervention d'une force jusque-là méconnue, les Chevaliers de Dieu. C'est eux qui président le procès au pays de ces déités et dont Kurama craint les actions. Qui sont-ils et quel pouvoir détiennent-ils face aux Gorosei et Im? Comme on ignore encore tous deux, il est très difficile de trouver des indices pouvant révéler leur identité. Mais sachant qu'ils sont considérés comme des chevaliers au service des dieux de Marie-Joise, j'ai pensé à 2 références. La première, les chevaliers de l'ordre des Templiers, puisqu'ils ont joué un rôle majeur dans la défense de Jérusalem, cette terre sainte que j'associais par le passé à la terre sainte de Marie-Joise, et dont le drapeau des Templiers rappelait beaucoup la croix visible dans les sous-sols du château Pangea. La seconde référence, celle des chevaliers de la table
ronde issue du mythe arthurien. Pour la simple et bonne raison que la réunion des rois de la rêverie est précisément l'image de cette table ronde et que Merlin l'Enchanteur était la figure que l'on pouvait apercevoir aux côtés de Stélie devant le trône vacant. Ce trône est par ailleurs mentionné dans le mythe du roi Arthur comme étant le siège maudit de la table ronde. Il est réservé au chevalier qui doit mettre fin à la quête du Graal. Quiconque s'y assoit sans être assez pur est englouti dans les profondeurs de la terre. Ces chevaliers de Dieu seraient alors l'unité du gouvernement la plus puissante qui existe. Reste alors à découvrir qui se cache derrière ce nom. Enfin, la discussion entre Sakatsuki et Tensei fait mention d'une révolte nommée la Révolution des 8 Nations visant le retour des dirigeants mondiaux. Il s'agit là d'une référence à l'alliance des 8 nations de notre monde qui s'est déroulée en Chine, formant une coalition de 8 puissances occidentales pour venir à bout de la révolte du peuple appelée les Boxers. Dans One Piece, il pourrait s'agir alors d'une révolte se déroulant sur les terres de Kanokuni, ce pays inspiré de la Chine. D'autant que le souverain du pays des fleurs mentionnait qu'après la défaite de Doflamingo, la guerre avait pris fin dans son pays et qu'il souhaitait discuter de certaines choses avec Sai. La rêverie aurait alors permis à Ramen de rallier de nouvelles forces à son territoire et ainsi créer des alliances insoupçonnées qui auraient mené à cette fameuse révolution des 8 nations. Les étincelles de la rébellion à travers le monde se dirigent tout droit vers une nouvelle ère qui pourrait bouleverser l'équilibre jusque-là mis en place par le gouvernement depuis 800 ans. Et ça, une personne avait réussi à le prédire depuis bien longtemps. C'est pourquoi je me devais d'immortaliser cet instant solennel pour décerner le trophée du plus grand théoricien de One Piece. Un génie qui appréchote tous les événements de cette grande guerre. Non, je ne parle pas de moi bien sûr, ni même du grand Goji. Attends quoi? Tu parlais pas de moi? Non, désolé Gogo, je parle bien de l'homme dont le haki du futur a transpercé celui de Katakuri et même celui de Luffy. J'ai nommé le grand Don Quichotte Doflamingo. Ce roi, que dis-je, ce dieu céleste, avait il y a de ça 253 chapitres préchote tous les événements qui allaient se produire dans le futur. Et tout ça en tenue de flamant rose. Il impose le respect à quiconque pourrait vouloir se moquer d'un gars qui porte une veste à plumes et un pantalon trop court pour lui. Vraiment, je voudrais qu'on accorde une seconde de respect pour ce personnage disparu trop tôt de nos bouquins. Cet homme a tout de même prédit tout ce qui se passe actuellement. De la défaite des empereurs à l'attaque des révolutionnaires contre les dragons célestes, en passant par cette grande guerre qui a débuté dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de cette bataille pour le trône du roi. Et celle-ci va probablement se dérouler sur la terre qui détient l'arme antique des enfers. L'arme antique de l'Apocalypse, Pluton. Et les plus grandes forces de ce monde pourraient s'y retrouver. Même si le gouvernement souhaitait jusque-là rester inactif aux actions de Wano, 2 empereurs sont tombés. Nika s'est éveillé et le monde se retrouve bouleversé par les actions durant la rêverie. Ils avaient jusque-là un accord secret avec le pays des samouraïs, mais il est à présent brisé. Et il est pour moi impossible qu'il reste inactif. D'autant que Ryokugyu a lancé les hostilités malgré qu'Akainu ait toujours voulu protéger Wano sans en connaître les vraies raisons. Mais surtout, Pluton se trouve sur cette terre et il est à présent temps de nous dévoiler sa véritable forme. Shanks est à présent aux abords de cette île et un autre Yonko pourrait tout à fait le rejoindre. Marshall dit Teach. Mais ils ne seront pas les seuls. Sabo l'avait annoncé à Fujitora, si son frère est en danger, il viendra à son secours où qu'il soit. De la même manière que les 5600 hommes qui ont prêté serment à Luffy pourraient se voir débarquer pour lui venir en aide. Quant aux Supernova, la réunion des 11 pourrait être imminente si Bonnie était sur le navire de Sabo. Resterait alors BG qui, avec les mini-aventures, voguait sur les mers, et Rouge dont on ignore toute sa position. En somme, les plus grandes puissances de ce monde pourraient se réunir sur la Terre qui a vu naître les poneglyphes et qui en connaît tous les secrets. La guerre des empereurs, de la marine et des Supernovas dans le pays qui renferme là la plus destructrice et puissante arme du monde. Et lorsque ces portes s'ouvriront, apparaîtra celui que le monde attend, Joy Boy, qui marquera ainsi le retour de l'éléphant millénaire Zunesha. Une guerre mondiale s'apprête tout simplement à éclore. Quelles vont être les pertes? Qui survivra à ce désastre? Mais surtout, qui parviendra en premier à atteindre la mythique route de Laftel? Nous y sommes enfin, et je peux dire que ce chapitre a su faire un retour fracassant. C'est désormais la fin de cette longue review, mais il fallait bien ça après une pause d'un mois d'Oda. Alors j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, et je tenais également à vous remercier chaleureusement pour tout le soutien que je reçois chaque jour à travers mes vidéos. Je fais également un gros big up à une partie de mes abonnés qui ont tenu pour les 6 ans de la chaîne à me faire une surprise en me faisant parvenir un cadeau et en m'écrivant des messages de soutien qui m'ont bouleversée. J'ai sincèrement l'une des plus belles communautés qui soit, et c'est pourquoi je tenais à prendre ces quelques minutes pour vous remercier de nouveau et vous dire qu'on se retrouve très bientôt
avec l'une des plus grosses théories de toute ma chaîne. La révélation sur l'origine de Luffy, son véritable lien avec l'ancien royaume et le grand mystère entourant l'œuf de l'Oro Jackson. Je peux simplement vous dire que cette théorie risque de vous surprendre et que vous n'êtes pas prêts. Alors soyez au rendez-vous pour cette vidéo et d'ici là, comme toujours, prenez bien soin de vous.